Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue, je suis votre hôte Afolake Oyinloye. Dans cet épisode de Business Africa, nous verrons comment le continent gère ses relations avec ses partenaires de développement. Un coup d'œil sur les thèmes de cette semaine. Une relation de travail plus étroite entre les établissements d'enseignement supérieur et les employeurs pourrait-elle être la solution au chômage élevé des jeunes en Afrique? La réponse dans un instant. Le niveau d'endettement du continent africain ayant doublé depuis 2010, nous verrons si le récent accord de restructuration de la dette de la Zambie pourrait servir de modèle à d'autres pays très endettés. La confiance des investisseurs dans le continent africain reste faible et la perception du risque est élevée, ce qui rend l'accès aux capitaux difficile. Nous explorerons les solutions proposées par l'Organisation de coopération et de développement économique en partenariat avec la Commission de l'Union africaine. Avec la moitié de sa population âgée de moins de 19 ans, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel de ressources humaines. Cependant, le continent est toujours confronté à des niveaux élevés de chômage des jeunes. Des relations de travail plus étroites entre les établissements d'enseignement et les employeurs pourraient-elles offrir une solution durable à ce défi ? Avec 70% de sa population âgée de moins de 30 ans, l'Afrique dispose d'une main-d'œuvre jeune, dynamique et tournée vers l'avenir. Cette dernière pourrait être à l'origine d'une vague de prospérité dans les secteurs émergents, mais le continent doit d'abord s'attaquer au problème du chômage des jeunes. Bien que les flux d'investissement en Afrique aient atteint le chiffre record de 83 milliards de dollars en 2021, après la crise du Covid-19, les experts notent qu'ils n'ont pas un impact suffisant sur le chômage. Au lieu de compter sur les investissements étrangers pour résoudre les problèmes, le continent doit trouver de nouveaux moyens de créer de la croissance de l'intérieur. La solution pourrait consister à donner la priorité aux jeunes et à leur éducation de manière à les accompagner dans la création de nouvelles entreprises. Néanmoins, pour certains observateurs, il faudra plus qu'un simple apprentissage en classe et des études privées pour y parvenir. Les étudiants doivent non seulement acquérir une expérience pratique en contribuant à des projets concrets, mais également participer à des réseaux par le biais de conférences, de stages, de forums et de mentorats. À ce titre, Reed Hastings, cofondateur de Netflix et l'African Leadership University, organise une série de masterclass avec le fondateur d'Alibaba, Jack Ma et d'autres chefs d'entreprise. Veda Sunasi, directeur général de l'African Leadership University, est notre invité cette semaine. Il va nous faire part de son expérience de travail avec des employeurs comme Netflix. Bienvenue dans Business Africa. La principale préoccupation des employeurs est que les diplômés universitaires n'ont pas les compétences nécessaires pour être efficaces dans le monde professionnel. Que suggérez-vous pour remédier à cette situation ? Eh bien, beaucoup. Vous savez, chaque année, 12 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail pour environ 3 à 4 millions d'emplois disponibles et il n'y a pas de flux de capitaux vers l'Afrique pour financer les entreprises. Les idées entrepreneuriales ne manquent pas sur le continent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment désireux de créer des entreprises. Nous en faisons nous-mêmes l'expérience dans notre institution, mais malheureusement, le type de capitaux que l'on voit dans d'autres parties du monde, on ne le voit pas en Afrique. Je pense donc que si l'on se concentre davantage sur l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat des jeunes, et que l'on crée réellement l'écosystème nécessaire pour les soutenir, les choses peuvent s'améliorer considérablement sur le continent. De meilleures relations de travail entre les universités et l'industrie sont une façon d'aborder la question. Dans le cas où les employeurs préfèrent créer leurs propres institutions de formation plutôt que de travailler avec les écoles, comment gérez-vous les nuances en termes de perspective ? L'industrie a manifestement des besoins plus pressants que les talents disponibles. Les nouveaux talents sont très spécialisés. Mais à bien des égards, lorsque l'industrie prend la responsabilité de former des gens, cela peut être très utile. L'accent est mis sur le fait que j'ai besoin des compétences A, B ou C et que je me concentrerai sur le développement de l'agence des compétences. Or, en travaillant avec l'industrie, nous préparons les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans l'industrie. Mais en même temps, nous les dotons d'autres compétences essentielles
essentiels du XXIe siècle qui, d'après nous, les prépareront vraiment à un avenir très incertain. Des recherches récentes montrent que 60% des jeunes qui entrent aujourd'hui dans l'enseignement primaire n'exercent pas le métier qu'ils exerceront lorsqu'ils seront professionnels. Comment préparer les gens à un tel avenir? Je pense qu'il faut trouver une combinaison entre équiper les gens pour qu'ils apprennent à apprendre, mais aussi les préparer en les faisant travailler très tôt en étroite collaboration avec l'industrie pour qu'ils soient prêts pour le monde du travail, un monde du travail très difficile si je puis me permettre. Les décideurs politiques ont souligné la nécessité d'améliorer la qualité et la pertinence des programmes d'enseignement supérieur et de renforcer les liens entre les éducateurs et les employeurs. Quelle en est l'utilité s'il n'y a pas d'emploi? L'objectif de cette collaboration est donc de faire comprendre aux deux parties qu'il n'est pas suffisant pour l'industrie de continuer à s'attendre à ce que le talent qui est compétent, qui est qualifié pour fournir les emplois qu'ils veulent, soit simplement laissé pour compte faute d'emplois adéquats. Et il y a un plafond à cela, c'est vrai, mais ce dont nous avons vraiment besoin dans le monde et sur ce continent, c'est d'un modèle éducatif capable de doter les gens de l'état d'esprit et des compétences nécessaires ainsi que de l'écosystème qui leur permettra de concrétiser leurs idées. Et c'est faisable et nous le faisons déjà dans notre institution. Nous diplômons des étudiants depuis 4 ans. D'ici la semaine prochaine, j'aurai 1 millier d'anciens étudiants et nos données les plus récentes montrent que plus de 25% de mes anciens étudiants sont déjà des entrepreneurs et qu'ils ont déjà créé collectivement plus de 50 000 emplois. Un modèle qui se concentre sur les compétences nécessaires pour créer des entreprises et des projets, et pas seulement des idées au hasard, mais des idées qui permettent de résoudre les problèmes et les besoins réels sur le continent. Tout cela permettra de contribuer à combler le fossé du chômage. Monsieur Sounassi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Les effets de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise financière mondiale pèsent sur les pays très endettés qui ont du mal à faire face à leurs obligations en matière de remboursement. L'accord historique de restructuration de la dette conclu par la Zambie pourrait-il servir de modèle pour ces pays qui ont désespérément besoin de financement pour faciliter une reprise économique? La Zambie est parvenue à un accord permettant la restructuration de sa dette de 6,3 milliards de dollars détenu notamment par l'Inde, la Chine et l'Arabie saoudite. Ce modus vivendi prévoit un rééchelonnement de l'ardoise zambienne sur plus de 20 ans, avec une période de grâce de 3 ans pendant laquelle seuls les intérêts sont dus. Il a été obtenu au titre du cadre commun pour le traitement de la dette soutenu par le G20. Cet accord permet au Tchad, à l'Éthiopie et au Ghana de garder espoir. Ces pays attendent toujours en effet l'allègement de leurs dettes au titre de ce même mécanisme. Il s'agit d'une percée grâce à la façon dont la structure de l'accord a été élaborée. J'ai hâte de codifier la Zambie et de l'utiliser comme modèle pour d'autres pays. En mai dernier, le Ghana a conclu un programme triennal de 3 milliards de dollars avec le FMI dans le but de réduire le fardeau de sa dette. Bien que les créances jouent un rôle clé dans le financement du développement et de la croissance économique, les pays africains ont toujours eu du mal à gérer leurs obligations en matière de service de la dette. En novembre 2022, le FMI et la Banque mondiale considéraient que 22 pays du continent à faible revenu étaient en situation de surendettement ou présentaient un risque élevé de surendettement. Il est donc important de s'attaquer à ce fardeau qui entrave la capacité des pays africains à faire face aux défis tels que le changement climatique. La dette réduit par ailleurs les chances d'accès au marché financier. Avec un taux de croissance de 3,7%, l'Afrique est la deuxième région du monde où la croissance est la plus rapide, juste derrière les pays asiatiques. Pourtant, le continent n'attire pas suffisamment d'investissements pour atteindre ses objectifs de développement. La dernière édition du rapport de l'OCDE, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, met en lumière plusieurs moyens par lesquels les gouvernements africains et leurs partenaires peuvent accélérer les investissements durables sur le continent. Selon la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation de coopération et de développement économique,
La croissance du PIB réel en Afrique devrait atteindre 3,7% en 2023, un retour à l'échelle d'avant la crise sanitaire, mais pas suffisant pour l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour le continent africain. L'Afrique a besoin de 1,6 billion de dollars supplémentaires d'ici à 2030, soit 194 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs de développement durable. Bien que le continent dispose de ressources humaines et naturelles considérables pour attirer les investisseurs, une perception plus élevée des risques entrave sa capacité à attirer des financements. Alors que l'Afrique a été le continent le plus touché par les affres du coronavirus et la récession financière mondiale, la part de l'Afrique dans les investissements directs étrangers est tombée à 6% en 2020-2021 contre 61% pour les pays avancés de l'OCDE. Pour améliorer la confiance des investisseurs et accroître l'investissement durable, le dernier rapport de l'OCDE recommande l'accès à des meilleures données et informations. Les investisseurs ne disposent pas de suffisamment de données de qualité, ce qui a pour conséquence de retarder, de reporter ou de décourager toute idée d'investissement sur le continent. Le rapport recommande également un meilleur accès à l'investissement dans les partenariats publics-privés et le respect des critères des agences de crédit pour lever des fonds. Le document note aussi que les investissements des entreprises africaines sur le continent sont plus stables que ceux des entreprises non africaines. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Pour plus d'informations sur le secteur économique, je vous invite à consulter notre site internet africanews.com. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.